Retour à Metz chez Harley-Davidson, cette fois avec un programme alléchant, avec de nombreuses préparations au programme et du sport aussi, un programme très sportif. Et puis un débat, les motos préparées doivent-elles rouler? Venez avec moi. Metz de nouveau avec la concession Milwaukee Twin et on est chez toi de nouveau. Gilles, tu nous as accueillis chez KTM déjà. Bonjour Gilles. Bonjour David. Merci avec toi Aurélien qui a un rôle ici dans cette concession Harley-Davidson. Quel est ton rôle exactement Aurélien? Moi je suis responsable de tout ce qui est service après-vente, donc tout ce qui est technique, tout ce qui se passe à l'atelier, ce qui rentre, ce qui sort, l'organisation, c'est moi. D'accord, et pour vous cuisiner, l'excellent Eric Sélis. Bonjour David, bonjour messieurs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors Gilles, le Harley-Davidson ici est implanté depuis quand? Alors David, nous avons ouvert ce nouveau magnifique magasin Harley-Davidson de 2200 mètres carrés en mars 2016. Nous avons changé 3 fois d'implantation puisque nous sommes concessionnaires Harley-Davidson depuis 1987, voilà bientôt 31 ans. D'accord, 31 ans d'activité. Quels sont les modèles phares chez Harley-Davidson en ce moment? On sait qu'il y a des nouveautés qui sont sorties récemment, la Iron 1200 et la 48 spéciale. Absolument, et d'ailleurs je t'ai réservé une petite surprise puisqu'on pourra les découvrir dans nos ateliers, l'Iron 1200 et le 48 spécial. D'accord, exprès pour nous. En 31 ans, vous avez vu une évolution de la clientèle. Comment tu peux qualifier les clients d'aujourd'hui et ceux des premières années d'activité? Alors Eric, je vois que c'est une question que tu aimes bien poser puisque tu as posé la même à Marseille ou en tout cas David. Notre clientèle a énormément évolué, j'aurais même tendance à dire a intégralement changé. J'ai commencé à travailler pour Harley-Davidson en 1990 en Alsace et je recevais des motards bikers authentiques. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que ce n'est pas authentique, mais c'est toute une nouvelle clientèle qu'on a, qui est plus dans la recherche de forcément que de liberté, mais dans la recherche d'un mode de vie, d'une philosophie. Donc notre clientèle, c'est un sujet qu'on peut aborder avec le Softail. Le nouveau Softail a fait parler beaucoup de lui à sa sortie sur les réseaux sociaux, mais je vois en magasin, en concession, ça n'a aucun impact parce que tous les clients que nous rencontrons n'ont jamais connu le Softail de 1986 ou de 1985, donc ils n'ont pas vraiment de comparaison. Votre modèle de cœur à tous les deux, là vous parlez, laissez parler votre cœur, la Harley, pas celle que vous possédez, mais votre Harley qui vous tient à cœur, c'est laquelle Aurélien? Mon gros coup de cœur, moi, c'est le Street Bob. Donc, c'est la première gamme de la nouvelle famille Softail. Et ce Street Bob-là, je trouve qu'il est complètement en harmonie avec la nouvelle cible qui est les jeunes. Donc, 25-35 ans qu'Harley essaye de viser. Et cette moto-là est fun, elle marche du tonnerre. On a le 107 dans une moto aussi compacte pour Harley. Donc, ça donne des sensations superbes à rouler. Elle est vraiment superbe. Et toi, Gilles, ton coup de cœur? Mes coups de cœur, impossible d'en prendre qu'une. Non, David, mais simplement correct. Je pense que chacune pour une utilisation. Je vois bien, il m'est arrivé de faire des rallyes où je vais parcourir 1100, 1200 bornes d'une traite en m'arrêtant uniquement pour mettre de l'essence. Et là, une moto de la gamme Touring est idéale, Street Glide ou Electra. Après, les nouveaux Softail, ils sont fabuleux. Il faut vraiment les essayer, ils sont fabuleux. Et à l'époque, j'avais un attachement pour la Dyna Sport. D'accord, alors on est allé se balader dans cette superbe concession, comme tu dis. On tombe d'entrée de jeu sur la fameuse Havana Moon. C'est votre dernière réalisation? Alors David, c'est la dernière moto que j'ai pensée, mais ce n'est pas nous qui l'avons réalisée. D'accord. Je l'ai pensé intégralement du moindre rayon au moindre clips de cette moto, mais dans nos ateliers, bloquer un pont
pour 500 ou 600 heures de travail, c'est absolument impossible. Ça aurait des répercussions sur le quotidien, l'entretien des motos, la livraison de véhicules neufs importantes. Et donc ça, c'est une moto que je fais faire par mon ami Bertrand Dubé de Odyssey Color à Toulouse. D'accord. Cette Havana Moon, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors c'est une moto qui rentre dans la famille des lowriders californiens. Et c'est une moto longue, très basse, qui a un moteur type Evolution, donc un moteur longue course, de plus de 2 litres de cylindrée, complètement taillé dans la masse et poli. C'est ce qu'on peut appeler un show bike. D'accord. Et la couleur, la peinture, elle est faite par qui? Elle est incroyable, cette couleur. Alors l'artiste, c'est Bertrand Dubé, puisqu'à la base, Bertrand, c'est un peintre. Et effectivement, dans la couleur d'Havana Moon, on retrouvera de la feuille d'or marbrée. Et Bertrand est un des rares Français, voire Européens, à pouvoir la manipuler. D'accord. On tombe aussi sur une autre moto qui a disputé la fameuse BOTK, la Battle of the King. C'est un concours interne, international aussi, Harley-Davidson. Toi, Aurélien, tu la connais bien, cette moto? Oui, je la connais un petit peu, oui. Donc, donc la Battle of the King, c'est un concours que Harley-Davidson organise depuis quelques années maintenant. C'est d'abord un concours en interne pour chaque pays, donc chaque concessionnaire dispute le championnat. Et après, fin de l'année, en Italie avec moi, il y a la finale. Et là, c'est un championnat, on va dire, européen. Et ça fait quelques années déjà que l'idée nous titillait, on va dire, de faire une moto vraiment pure sportive, qui quand même Harley à la base, ça vient, l'ADN d'Harley, c'est vraiment le sport mécanique. Donc c'est pour la compétition, c'est là qu'ils sont forts à la base. Donc on voulait vraiment faire comme si on voulait faire comme un NASCAR automobile, mais version moto. Eric, une perfidie sur le verre là? Ah non, c'est pas moi qui l'ai dit. A priori, plein l'ont dit. Voilà, plein l'ont dit. Et d'ailleurs, maintenant je suis étanche, tu peux voilà, y aller. Ça a tendance à t'énerver un petit peu, mais c'est vrai que ce verre fait penser à une marque plutôt japonaise, quoi. Voilà. C'est Allez, après attends. vous voyez Ou à une marque italienne. Voilà, une marque italienne. Oui, à la base, éventuellement. pour la petite info, comme on l'a marqué, ce verre-là, le code couleur, c'est Lamborghini, donc c'est un verre Lamborghini. Et alors celle-là, on la voit même la nuit. Il existe des couleurs phosphorescentes. Donc le gros avantage, c'est qu'on charge la moto en lumière et on éteint la lumière. Et les détails qu'on a choisis, ils ressortent. Donc c'est vraiment le petit plus. Et puis bon, le client, le futur possesseur de cette moto, quand on roule la nuit et que la moto s'allume, c'est juste fantastique, quoi. Mais bon, au moins, nous, on a le plus important, c'est d'avoir fait. Voilà. Moi, le but, c'est de sortir un petit peu de la norme. Et l'important, c'est qu'on a fait ça avec cœur et âme pendant 3 mois, nuit et jour. Donc moi, le résultat est là, il nous plaît à bravo tous. Eric, casser les codes, c'est ce que Harley-Davidson a toujours voulu faire en 115 ans. Donc alors, là, on casse les codes. Là, on est allé faire un tour dans l'atelier, Gilles. Dans l'atelier, tu as quelques motos aussi bien préparées. On a vu une moto assez impressionnante là. Oui, David, on va aller à l'atelier parce qu'on est assez fiers de présenter déjà notre atelier. Et tu pourras découvrir dans cet atelier une moto qu'on a appelée SSR, qui est une moto tout en carbone sur la base d'un breakout qu'on a fabriqué en 2014. Alors en plus de toutes ces belles motos, tu nous as prêté hier soir le guidon d'une Fat Bob un peu spéciale, Gilles, parce que la Fat Bob, on l'avait déjà essayée lors de notre 3e épisode à Marseille, mais cette Fat Bob, elle est un peu spéciale. Pourquoi ? Eh bien David, elle a un stage 4, Screaming Eagle, donc le département performance de Harley-Davidson. Allez, on regarde ça tout de suite. Pendant les portes ouvertes Suzuki Spring Break, profitez d'un crédit gratuit avec 0 € d'apport sur toute la gamme Suzuki, mais aussi jusqu'à 900 € de bonus reprise de votre ancienne moto et jusqu'à 1350 € d'avantages clients selon les modèles. Gilles, on a eu le plaisir de rouler sur cette Fat Bob qu'on avait déjà essayé dans son concession, mais cette fois, celle-ci, elle est équipée d'un stage 4. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste par rapport au 1, au 2, au 3, parce qu'il y a 4 stages, c'est le maximum. Absolument. Alors un stage 1, c'est un filtre à air, une cartographie d'injection et des pots d'échappement. D'accord. Un stage 2,
c'est un filtre à air, une cartographie d'injection, des pots d'échappement, et là, on ajoute l'arbre à cam. D'accord. Un stage 3, toujours filtre à air, cartographie d'injection, pot d'échappement, arbre à cam, cylindre, piston haute compression, et là, à ce moment-là, on passe de 114 cubic inch à 117 cubic inch. Donc on passe de 1850 à 1920, 1930 cm3. D'accord. Et stage 4, c'est filtre à air, cartographie d'injection, pot d'échappement, arbre à cam, cylindre, piston, culasse et un énorme corps d'injection pour alimenter tout ça. D'accord, donc là, nous, on a essayé ce stage 4 qui vaut combien pour la totalité des coûts pour tout? Ça fait combien en Alors, en euros? l'intégralité du stage 4, il faudra compter un budget d'à peu près 6 000 euros. D'accord, 6 000 euros pour ce stage 4 complet. Alors nous, on l'a essayé, ça apporte... C'est pas violent en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que moi je m'attendais à un truc, on passe de 94 chevaux à 125, on se dit bah ça va être plus brutal, c'est pas brutal en fait. C'est souple grâce au moteur 4 soupapes. On a de la souplesse et de la puissance et on la trouve démoniaque comme ça en tout cas. Bon, en tout cas ça permet de faire des petits burns, de lancer un peu la roue arrière, on se fait un peu plaisir avec ce stage 4. Moi je le trouve... Alors, j'aurais jamais cru avant de monter dessus, je trouve ça un peu onctueux, c'est bizarre à dire pour gros une préparation moteur, mais on sent plus la force un peu du bicylindre qui est relayée par ce pot, donc c'est plus velu comme on dit, c'est plus coupleux aussi, et la puissance finalement elle n'est pas surprenante, elle s'adapte plutôt bien à ce Fat Bob. Screaming Eagle, c'est le pot là. Alors Screaming Eagle, c'est la marque qui englobe tous les produits de performance d'Harley Davidson. Donc il y a les pots Screaming Eagle, le filtre à air, les culasses Screaming Eagle, l'arbre à cam, le corps d'injection. D'accord, donc ça c'est une Harley interne, préparée interne on va dire. Oui absolument, c'est un kit complètement d'usine et approuvé par le constructeur. Et aussi avec toute la fiabilité que le constructeur va proposer sur un kit comme ça. Cette moto, c'est une moto de démo chez toi? C'est une moto de démo, oui. Donc finalement, c'est un bon produit d'appel pour valoriser un stage 4 qui... moi, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer le stage 4. J'avais essayé le stage 1 du Milwaukee 8 et j'étais curieux un petit peu parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de motos de démo avec des stages complets de préparation. Absolument, absolument. Nous, on a toujours aimé tout ce qui était en rapport avec la compétition et la préparation. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu... En fait, à la convention de Los Angeles au mois d'août, on a vu ce stage 4. On l'a commandé immédiatement à la convention à Los Angeles pour être le premier concessionnaire en France à l'avoir et le monter. Et c'est le cas? C'est le cas. C'est la seule concession ou la première? Je ne sais pas si on est la seule concession, mais en tout cas, je peux te dire qu'on est la première concession et voilà. D'accord, et merci. Et puis on va regarder les autres préparations que vous faites. Volontiers. Il y en a pas mal. Ouais. Allez, merci Gilles. C'était notre essai de la Fat Bob. Qui a été fatal à la GoPro. Qui a été fatal à trop de l'une puissance. De nos GoPro, trop de puissance sur la roue arrière qui a emmené la GoPro. Alors la GoPro a résisté, Eric. Ouais, c'est la tâche qui a pas. C'est la tâche qui a pas résisté. C'est normal, ça vient de chez Eric. Donc, ouais. Je suis pas préparé. Alors, on va le ranger dans les flops, hein, mais on commence toujours par les tops. À tout de suite pour la rubrique Top Flop. Le premier top, c'est évidemment la sortie des Harley Davidson Iron 1200 et 48 spécial avec les guidons relevés. Vous nous avez fait une belle surprise. Harley Davidson nous avait préparé une Sport Glide quand on était à Poitiers. Et là, de nouveau, surprise à l'entrée de la concession. Ah là là, sans concession, des surprises à chaque virage. Ouais, en tout cas, les Harley sont là. Vous attendez à en vendre beaucoup de ces nouvelles versions ? Le Sportster, en général, c'est l'une de nos plus grosses ventes, que ce soit 48 ou Iron 883 ou maintenant Iron 1200. Donc oui, ça sera certainement une moto qui fera du volume. Ça, et la 48 spéciale ? De la même façon, parce que si tu veux, sur le réservoir a été repris un emblème historique d'Harley Davidson qui plaît beaucoup.
Alors on reste dans l'univers Harley-Davidson pour le deuxième top. C'est un top un peu triste parce que c'est lié à la disparition de Z, le fameux rédacteur en chef de Freeway disparu l'an passé, qui avait pour projet d'emmener une moto à Bonneville. Et cette moto, elle était présentée par sa femme Coco. On est allé sur le salon de Lyon, un superbe salon, et on est allé un peu faire le tour de cette moto. Alors on souhaite une bonne chance au collectif qui a préparé ce projet pour Bonneville cette année, pour réaliser le rêve du rédacteur en chef décédé de Freeway. Alors le salon de Lyon, on vient d'en parler, il est également arrangé au rang des tops parce que vraiment ce salon, coup de cœur, on l'avait annoncé dans les tops avant sa tenue et après sa tenue, franchement on s'y est rendu, c'était vraiment incroyable avec une expo particulièrement fournie de motos préparées et puis des préparations un peu néo-rétro dans tous les sens, des animations, des courses de dirt, c'était vraiment animé, quoi. Oui, il y a vraiment une vraie mise en valeur de l'univers de la moto sous toutes ses formes à Lyon, et je pense que ça devrait donner des idées ou en tout cas des sources et des formes d'inspiration pour le salon de la moto qu'on attend évidemment au mois d'octobre à Paris, qui sera couplé avec le salon de l'auto. Mais clairement, des courses de flat track, des courses d'enduro, indoor. Donc vraiment. Avec Antoine Méo qui a fait une véritable démonstration. Voilà. On fait un petit clin d'œil aussi amical à Yann Ledouche pour le flat track, qui est un préparateur qui officie en Bretagne et dont on reparlera, j'espère, très bientôt dans son concession. Avec une influence en hausse pour ce salon de Lyon. Les flops maintenant avec le stationnement payant à Vincennes, une manifestation FFMC pour évidemment lutter contre ces contraventions. Je ne sais pas si vous en avez pris des contraventions ces derniers temps à moto pour stationnement. On a eu par le passé, on a subi par le passé des campagnes où on avait vu les pouvoirs publics et les forces de l'ordre arriver avec des chalumeaux, couper les antivols pour faire enlever les véhicules qui étaient stationnés sur le trottoir. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. C'est vrai que certaines fois, stationner sur un trottoir, ce n'est pas toujours évident quand le trottoir est étroit, etc. Mais notamment quand certaines opérations avaient été réalisées du côté des Champs-Élysées, où on a quand même largement de quoi circuler. Voilà, il faut un peu de bon sens. Et ce que j'ai du mal à comprendre, alors ici peut-être que vous êtes un petit peu moins concerné, mais j'ai du mal à comprendre l'hostilité des pouvoirs publics vis-à-vis du deux roues, qui est un produit décongestionnant de la ville. On le sait, on le répète, on se bat contre les émissions de pollution, etc. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il y a une guerre ouverte qui est lancée notamment par la mairie de Paris autour des villes périphériques. Je ne comprends pas bien. Et les amendes, en plus, sont sous-traitées à des sociétés privées, ce qui fait qu'il y a du chiffre. Gilles, ce problème de stationnement, vous l'avez à Metz ? Alors à Metz, non, on n'a pas vraiment un problème de stationnement, mais on pourrait te raconter une anecdote qu'on a vécue, Aurélien et moi, et je passe la parole à Aurélien. Au salon du deux roues il y a 2 ans à Paris, à Versailles, c'était un salon de moto, donc le but du jeu c'est d'y aller au moins en moto, et il y avait je sais pas, une centaine de motos sur les places devant qui sont libres, non piétonnes, où les gens roulent à côté, et on a vu des queue-leu-leu de dépanneuses qui embarquaient tout par vague, ils ont libéré le champ, plus aucune moto. C'est le quotidien à Paris, tu sais. Et c'était un truc de dingue. Ouais, mais bon, c'est la guerre. Hein. Ouais, mais bon, c'est malheureux, quoi. Mort pauvre. Ouais, allons-y. Non, mais voilà, mais ça illustre ce qu'on disait il y a quelques instants, quoi. Je comprends pas cet acharnement des pouvoirs publics sur, quelque part, si on doit résumer la moto dans un univers un petit peu urbain et parisien, qui est un engin de mobilité non pas réduite, mais mobilité active, quoi. Maintenant, c'est au tour de la rubrique Garage Prod. C'est une merveille des années 70 que nous allons vous présenter dans la rubrique Garage Prod cette semaine. Une Ducati 750 GT de 1972 que Nicolas Mas, un préparateur de Haute-Savoie, s'est attelé à restaurer. Pour parvenir à ce superbe café raceur à partir de la Ducati 750 GT d'origine, il a fallu plus de 250 heures de travail à Nicolas Mas. D'habitude, Nicolas Mas travaille tout seul, mais là,
il a décidé de faire appel à plusieurs prestataires, notamment pour la peinture. C'est Antoine Léal, surnommé El Calavera, qui a officié. Il a recouvert le réservoir de 11 couches de vernis, tout simplement. On peut voir la bande de type Metal Flake, préparée par El Calavera Léal, qui fait ressortir le noir sur le réservoir de type Imola. Pour la sellerie, même démarche, c'est du côté d'Annemasse que Nicolas s'est tourné auprès d'Olivier Stéphan de Altitude Sellerie, qui réalise près de 200 selles de moto par an. Considérée comme l'une des plus belles motos du monde, la Ducati 750 GT se distingue par la complexité de sa distribution par couple conique. Son twin est en effet l'un des rares à disposer de ce mode de distribution. Cette Ducati 750 GT roule aujourd'hui aux mains de Nicolas Mas, qui a effectué récemment près de 2500 km à son guidon. Plus qu'une préparation, c'est une superbe restauration que nous offre l'atelier Egérie Moto. On passe maintenant au débrief sport avec du Superbike au programme. Le débrief sport, donc la rivalité avec Indian. David, il y a eu au mois de mars la première manche de Dirt Track à Daytona. Et ça promet une saison très relevée entre les deux marques emblématiques américaines. Absolument, puisque Harley-Davidson a été pendant des dizaines et des dizaines d'années leader dans le dirt aux États-Unis. Harley-Davidson, c'est une marque qui existe depuis 115 ans sans interruption, je précise, et qui a toujours fait de la compétition. Et je sais qu'aujourd'hui Harley-Davidson veut reprendre le flambeau, et j'espère que ça va le faire en 2018. En MotoGP, on a réussi à avoir une interview d'un fameux manager qui s'est retiré après avoir été longtemps chez Ducati, longtemps chez Honda. Livio Suppo a pris une retraite. Alors, est-ce que ce sera définitif ou pas? Il s'occupe de vélo maintenant. Michel Turcot a réussi à le coincer à la neige. Well, Honda is Honda and has been always, basically always competitive in their MotoGP experience, and as well as Marc. Marc won 4 of last of 5 titles. What can you say? You know, at the end of the day, he's the stronger rider out there, and the bike maybe is not in every circuit the best, but still is a very competitive machine. So I believe that also next year they will be fighting for the title. Difficult to say what is my best achievement, but probably remained the 2007 title with Ducati, because it was the first one, and the first one is always the one that you remember more. And second, because it was a small company against the big companies. It was a company I pushed very hard to join MotoGP. I pushed very hard to change from Michelin to Bridgestone, so that probably remained my biggest achievement in MotoGP. Well, in all my career, I've been lucky enough to work with the best riders in the world, and especially with Marc and Casey. They both are very, very special, super talented guys. Difficult to say who is the stronger, but for sure the most complete is Marc, because very young but with an unbelievable good character. That is the real secret of Marc. Marc has a huge talent, the same as Casey, but the plus of Marc is that he has a character that allows him to see the positive in everything he does, and this has helped him a lot in his in MotoGP. In MotoGP, the talent is not enough, and the character, and a strong character, is very, very important. I think Zarco has done unbelievably well this year, and he really deserves all the credits, because okay, he won 2 Moto2 titles, so clearly was a strong rider. But anyway, to join MotoGP and to be immediately so fast is not easy. Just few people, the real one, are usually immediately very fast, like Valentino has been, or Casey, or Marc, Dani, Jorge. But just a few of them are able to be immediately very, very strong. And so I'm really impressed with what Zarco has done. I really believe he can have the good support from Yamaha for the next season, because he deserves it. And for sure, it's interesting for any factory rider
factory team in 2019, where all the teams would be ending their contract with their riders, and if I still was one of the team principal of MotoGP, I sure would keep eye on him. Michel Turcot, justement, est parmi nous. Michel, salut. Salut David. Comment il est, Livio Suppo? Il est dans quelle disposition aujourd'hui? Il est détendu, beaucoup moins de pression que ce qu'il a pu connaître ces derniers temps. Après, Suppo, c'est un vrai personnage du MotoGP. Et je pense qu'il va nous manquer cette année, même s'il est pas mal décrié et pas mal de gens chez Honda sont assez contents de s'en être débarrassé. C'est un vrai patron. Il met beaucoup de pression sur ses employés, sur les mécanos, c'est ça, s'il paraît, c'est comme ça. Donc ouais, c'est un vrai personnage qui a surtout une réussite extraordinaire dans ce qu'il a entrepris. C'est lui qui a fait gagner, enfin pas que lui, mais il a quand même participé grandement au succès du Ducati en MotoGP. C'est lui qui a fait venir Stoner, c'est lui qui a choisi les Bridgestone au bon moment pour faire franchir un palier à la Ducati. C'est lui qui a fait venir Stoner chez Honda quand il est passé chez Honda. C'est aussi lui qui a fait signer. Oui, c'est aussi lui qui a fait signer le premier contrat de Marquez en MotoGP. Donc je pense que dans la hiérarchie des team managers, il est quand même pas mal placé. Qu'un personnage comme ça s'en aille, c'est compréhensible ou il s'est fait pousser un peu? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il avait perdu son protecteur qui était Shuhei Nakamoto, le vice-président du HRC qui a pris sa retraite. C'est quelqu'un avec qui il formait un duo très complémentaire. Kuwata qui a remplacé Nakamoto, ça se passait moins bien. Pas non plus très bien avec le directeur technique actuel. Donc je pense qu'ils ont trouvé un accord à l'amiable pour qu'il s'écarte de la structure Honda. Et est-ce que Honda a gagné au change en rappelant Alberto Puig? Ça, c'est aussi une décision que personne n'a compris. Puig, c'est pas vraiment un manager. Je pense que c'est un très bon coach. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la détection des jeunes, dans la formation. Après, on verra comment il réussit cette année. Aussi qu'il y a un petit contentieux avec Pedrosa. Comment ça va se passer cette saison? On verra. En tout cas, Marquez, lui, il a re-signé pour 2 ans. Qu'est-ce qu'il lancera pour la suite? Certains le voient déjà chez KTM, où on dit aussi que peut-être Suppo pourrait quelque part revenir. Donc Suppo revenir chez KTM quand il aura vendu ses vélos et faire venir Marquez, ça serait plutôt marrant. Pete Beirer, normalement, qui préside aux destinées du Racing chez KTM. Alors Pete Beirer est le directeur sportif. Après, il y a Mike Leitner qui est le manager de l'équipe. Mais pourquoi pas un rôle un peu plus politique et stratégique pour une personne comme Suppo, ça peut faire sens aussi. De toute façon, c'est une personne de talent et je pense que celui qui arrivera à le refaire revenir aura un avantage certain, non? Après, est-ce que c'est aujourd'hui dans le dispositif de KTM, est-ce que c'est une personne qui manque? Je ne sais pas. Mais on l'a dit, c'est quelqu'un qui a eu une grande réussite dans sa carrière. Donc est-ce que ça peut permettre de convaincre Marquez de signer chez KTM? C'est aussi un élément à prendre en compte. Est-ce qu'il y a moyen de monter en puissance, d'avoir le même scénario que l'année dernière sur les Grands Prix Outre-mer et d'arriver peut-être pour que la première victoire, tu la décroches devant le public français au Grand Prix de France? Ce serait incroyable. Ça serait fantastique. Mais la situation est différente. Là, je suis quand même nettement plus compétitif dès la première course. Pas seulement par la pole position, rien que la course qu'on a pu voir, là, je disais, on a eu un problème de pneumatique à l'avant et même avec ça, j'étais devant. Donc peut-être c'était mon week-end, mais c'est pas mon genre à être exceptionnel un week-end. On travaille vraiment pour comprendre tout ce que je peux faire sur la moto. Et là, c'est que partie remise. Donc, si la victoire est au Mans, ça sera que fantastique. Si elle est avant, c'est tout aussi beau. Mais comme on dit, il ne faut pas attendre une victoire. Le but final en MotoGP, en tant que Français, et dans un premier temps pour mon objectif personnel, mais après on peut voir toute l'ampleur que ça peut prendre au niveau national, c'est de jouer un titre en MotoGP. Si on veut jouer un titre, il faut gagner des courses. Donc voilà, étape par étape, mais on vit un rêve et eux vivent leur rêve, moi je vis le mien et on fait rêver les gens. Là, moi j'ai la lueur, elle est bien claire et je fonce vers cette lueur. L'an dernier, les résultats, meilleur rookie, meilleur indépendant. Il faut se rappeler que dans un premier temps, si on est encore meilleur indépendant, c'est important. Rentrer dans les 5 pour faire mieux que l'an dernier, c'est aussi une autre étape. Mais comme on dit, si tout se présente bien, faut le prendre le train. Merci Michel, merci messieurs. Place maintenant à la rubrique Bike Gaming d'Adrien.
Chers amis, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé un jeu mobile qui ne commence pas avec un scooter. Ça s'appelle Trial Extreme 4 et on en parle tout de suite. Trial Extreme 4 vous propose de vous placer au guidon de motocross pour y faire des figures complètement dingues. Et je dirais même plus, extrêmes. Malgré ses graphismes 3D, le gameplay se veut rétro en scroll latéral, mais la jouabilité est parfaitement adaptée à nos smartphones et nos tablettes. C'est beau, c'est fluide, c'est dynamique, mais vos réflexes vont être mis à rude épreuve. Vous pourrez parcourir différents niveaux en solo pour vous entraîner ou en défier un autre pilote pour gagner de l'argent et débloquer les circuits et autres motos. J'ai beaucoup aimé le travail des développeurs concernant le level design qui transforme le jeu de moto en jeu de plateforme. Les différentes ambiances et la possibilité de customisation des motos et des pilotes. Comme d'habitude, si vous voulez débloquer rapidement le jeu, vous devrez acheter de la monnaie virtuelle. Point noir, le nombre de motos est assez restreint. Et ok, c'est un jeu gratuit, mais l'omniprésence des pubs casse vraiment l'immersion. En résumé, Trial Extreme 4 est une bonne pioche. C'est développé par Dim Media et disponible gratuitement sur iOS et Android. Ce sera pour moi un 7 sur 10. On passe maintenant au débat et avant le débat, on va accueillir un couple du chapter Lorraine. Christine, bonjour. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du Lorraine chapter. Est-ce que c'est le plus gros chapter de la région ? Ah, ça ne peut pas être le plus gros, c'est le seul chapter de la région, puisque le chapter est rattaché à la concession. Et comme Milwaukee est la concession de la Lorraine, il a forcément son chapter. Donc on est quand même un chapter assez important, puisqu'on compte aujourd'hui presque 160 membres. Donc 160 membres, ça fait déjà un chapter déjà d'une bonne taille, qui permet de faire des sorties, qui permet de faire pas mal de fêtes. Enfin, puis en plus, le concessionnaire organise pas mal d'animations autour de ce chapter, quoi. Christine, oui. Tu roules avec quelle moto ? Alors, j'ai plusieurs motos. Donc, j'ai fait aussi faire par la concession une Slim S qui m'ont complètement modifié la peinture, la carrosserie. J'ai aussi un Road King. Donc, ça, c'est quand je fais des grandes distances parce qu'il y a le pare-brise, la moto est plus adapté à faire l'autoroute, de la grande route. Des grandes distances De grandes distances. Cette année, on va aller à Grimaud. On va ouais. aussi à Morzine. On ira à Prague. Il y a combien de motos dans le chapter ? Parce que tu disais tout à l'heure 160 membres, hein, c'est ça ? Ça veut dire 160 motos ou un petit peu moins ? Non, on va compter qu'on va à peu près être à 120 motos, parce qu'on a quand même des couples qui roulent avec 2 motos. Et on a quand même une catégorie de gens qui restent derrière les motos. Mais en 160 membres, ça représente quand même 120 motos, 120 conducteurs de motos. À savoir que quand on arrive à regrouper déjà un groupe de 70 personnes, c'est énorme, parce que 70 personnes qui se déplacent dans la région, c'est dans les carrefours, c'est problématique. Les ronds-points, c'est aussi, ça bloque les ronds-points. Ça fait vraiment, c'est assez impressionnant, quoi. Et par contre, c'est bien perçu. Ça doit être assez impressionnant pour les gens qui vous voient circuler. Ça doit être assez impressionnant, ça. Ah ben là, déjà, bon, il y a le côté un peu bad boy qui est toujours attaché à la Harley Davidson, mais par contre, la Harley Davidson a quand même cet avantage, c'est d'être une moto qui est aussi agréable pour les conducteurs de moto que les gens qui viennent les voir, parce qu'elles ont cette faculté d'attirer l'œil. Elles sont brillantes. Bon, il y en a des mates, mais elles sont pour la plupart pleines de chrome, et toutes ces choses-là font que les gens sont attirés. Puis l'Harley Davidson reste, c'est souvent une discussion qu'on a souvent avec les gens, une marque historique. Pas les gens veulent que ce soit une marque premium. Moi, je pense que c'est encore plus valorisant, parce que c'est une marque historique. C'est une marque qui a été créée en 1903 et qui n'a jamais arrêté. Je veux dire, qui a une histoire, qui a des choses comme ça. Je veux dire, ça, c'est fabuleux. Je veux dire, c'est pas une marque qui s'est arrêtée, qui a été reprise par un groupe. C'est une marque qui est familiale. Il y a toujours un Davidson à la tête. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, ça a une grande valeur, hein.
D'accord, alors tu dis qu'on reste sur un cliché un peu des fois, bad boy et tout ça, mais quand même le Harley Davidson a beaucoup évolué, notamment dans la place faite aux femmes. Il y a Ladies Harley, Oui. moi j'étais à Morzine l'été dernier, il y avait une grande parade aussi. Oui, c'est ça. Il y avait la parade des femmes. Moi, je l'ai vu en Slovénie. Quand on est allé en Slovénie, il y avait une parade spéciale pour les femmes. Ouais. D'accord. Il y a une différence dans la perception justement j'allais dire de la femme Harley et de la motarde au sens général qui roule sur une autre marque. Et Alors, vous le sentez Pour moi, personnellement, je ne m'en rends pas compte parce que j'ai jamais roulé une autre marque qu'une Harley Davidson. Voilà. D'accord. Merci Christine, merci Christophe. Et puis on va passer maintenant au débat concours de beauté. Peut-on aimer la moto sans rouler avec un préparateur de la région? C'est maintenant le débat sur les préparations qu'on a intitulé Concours de beauté. Peut-on aimer la moto sans rouler? Avec nous, Ludovic Gag, alias Crazy Racers. Salut Ludo. Salut David. Il faut prendre le Salut David, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Ludo, tu as un atelier pas très loin d'ici, tu peux nous dire où c'est? Exactement, c'est un atelier qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Metz. Voilà, j'étais situé en région parisienne il y a encore 2 ans de ça. Et donc je suis revenu aux sources. Voilà, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et il était temps pour moi de revenir en Lorraine. Gilles, Ludo, c'est une véritable star de la préparation, on est d'accord? C'est une magnifique rencontre. C'est une star de la préparation en France, en Europe et même internationale. Ouais, je laisserai à Ludo parler de son palmarès, mais pour moi, à Metz, c'est l'arrivée du Messi. Bah ouais, du Messi à Metz. Non, mais merci beaucoup. On va arrêter là. Merci pour cette page de publicité. C'est parfait. Alors, tant qu'on est dans la publicité, on a rencontré avec Petroled, on a fait un portrait de Ludo qui nous a ouvert son atelier. C'est vraiment impressionnant. Tu travailles avec Sacha Lakik, le fameux designer de Vauxhall qui a été connu notamment pour avoir dessiné nombre de Vauxhall. Sacha, c'est une belle rencontre aussi. Vous avez fait ensemble plusieurs motos. Tu peux nous en parler, Ludo? Oui, je peux vous en parler. Alors comme tu le dis très bien, c'est avant tout une super rencontre. Voilà, on a partagé beaucoup de choses autour de la moto. Donc de belles préparations et surtout de beaux dessins. Enfin, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses également concernant le design. C'est la Black Track, hein, la moto, la BT la 02. BT02, tout Voilà. à fait, sur base de Triumph. D'accord. Et tu travailles avec Gilles alors de temps en temps? Exactement, voilà, on s'est rencontrés il y a peu de temps, mais ça fait 2 ans que je suis ici. Par manque de temps, j'ai pas trop quitté l'atelier. Voilà, je suis venu ici, on a beaucoup discuté avec Gilles et cette rencontre nous a amené à une première préparation. Voilà, qui se trouve juste derrière nous. Tu Exactement. as travaillé sur la Fury. Alors, toi, ton travail, c'est le travail du métal, de l'aluminium en particulier. Tu nous as dit que tu choisissais soigneusement ton aluminium. Tu peux nous dire quel type d'exigence tu as pour ton travail? C'est-à-dire qu'il est vraiment important de bien sélectionner l'aluminium en fonction de la pièce que l'on va réaliser. Un réservoir, par exemple, je vais utiliser un aluminium un petit peu plus dur. Il ne faut pas négliger la sécurité. Il ne faut pas oublier que dans un réservoir, on a quand même beaucoup d'essence. Un réservoir qui se fissure, c'est une quantité d'essence considérable qui tombe sur un moteur chaud. Malheureusement, je pense que beaucoup le négligent aujourd'hui. On peut se permettre d'utiliser n'importe quel type d'aluminium pour faire des cages, divers accessoires sur une moto, mais surtout pas pour certaines pièces, notamment des garde-boue, des pièces de cadre également, enfin tout ce qui est structurel. D'accord. Voilà. Alors Ludo, toi, tu as gagné l'AMD, c'était il y a 3 ans je crois. C'était en 2014, voilà. Ouais. Et tu as gagné ce concours international de design au salon de Cologne, je crois. Oui, à ma grande surprise, j'y suis allé essentiellement pour faire de belles rencontres. J'ai eu la chance d'être accompagné d'accompagner Fred Kruger. Ouais. Voilà, il m'a guidé, il m'a présenté énormément de monde. Ça m'a permis de faire de belles rencontres, de belles soirées également. Ouais. Et à ma grande surprise, voilà, j'ai remporté ce concours en catégorie Café Racer en 2014. C'est un championnat du monde. Exactement, des constructeurs indépendants. D'accord, donc tu y es retourné la dernière fois avec une préparation? J'y suis retourné en 2016 dans une autre catégorie, Street Performance, où j'ai eu droit à une 2e place. D'accord. Voilà, et j'y retourne cette année.
Alors voilà, on arrive dans le cœur du débat. Ces salons, ce sont des show bikes. Est-ce que les show bikes doivent rouler ou doivent-ils rester des show bikes, des motos d'exposition? Chacun fait comme il l'entend. Personnellement, je ne vois pas une moto non roulante. Voilà, il y a des motos effectivement qui terminent dans les salons, mais il n'empêche, enfin à mon sens, il faut que la moto roule. Il faut qu'elle puisse être utilisable au quotidien, il faut faut respecter énormément d'éléments de sécurité également, donc sans rentrer dans le débat par rapport à l'ABS et autres, mais on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Le client qu'on a en face peut effectivement mettre cette moto dans un salon, mais il n'empêche que derrière il peut y avoir un autre client qui lui va tenter de l'utiliser sur route, auquel cas on commence à frôler le danger, quoi. Voilà. Ouais, alors on a pu, moi j'ai pu le tester moi-même, hein, j'ai roulé sur la BT02, mais quand même il y a plusieurs préparateurs quand on leur propose, qui tiennent ce discours, mais quand on leur propose de rouler sur les bécanes, c'est pas tout à fait possible. Des fois il n'y a pas le faisceau. Il arrive de présenter des motos sans faisceau électrique, effectivement, ça arrive, par manque de temps. Ensuite, une moto qui est censée être fonctionnelle doit être utilisable. Gilles, tu es sur la même ligne Moi, je suis même choqué parce que pour moi, tout concours show bike doit avoir une moto qui monte sur le podium roulante. C'est pas possible qu'on présente une moto sans faisceau. Et voilà, donc il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle roule, il faut qu'elle soit utilisable. Ouais, après, dans quelle mesure on joue pas avec la limite encore une fois, de l'image, on va pas parler de marketing parce que c'est vraiment des spécificités, des modèles uniques, mais on joue un petit peu sur la vogue du moment et c'est vrai qu'une moto non roulante, c'est un petit peu surprenant, quoi. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Gilles sur le fait de dire que à minima, elle doit être capable de faire les 20 mètres qui la séparent des coulisses de la scène, quoi. Ça me semble logique. Effectivement, et ça fait partie du règlement de l'AMD. Pour l'AMD, pour valider l'inscription à l'AMD, il est impératif d'envoyer une vidéo avec un essai routier du véhicule. Ah bon? Est-ce que c'est le cas sur la Battle of the King? Oui, obligé que les Battle of the King tournent. De toute façon, la plupart des châssis sont gardés d'origine. Les moteurs sont pour la plupart d'origine. Donc là, la Battle of the King, pour moi, elle ne rentre pas encore dans une catégorie show bike. Elle rentre dans une catégorie moto street préparée ou moto constructeur préparé, mais c'est pas encore un show bike. Est-ce que la solution, ça n'est pas aussi de faire des concours un petit peu comme Sultans of Sprint, le fameux concours lancé par Sébastien Lorenz, qui consiste à faire un concours de run, mais aussi des votes sur le design de la moto et puis sur les initiatives un peu particulières? Si, pourquoi pas. Et j'ai contacté Sébastien Lorenz il y a peu de temps encore. J'aimerais vraiment rentrer dans cette compétition. Donc aujourd'hui, par manque de temps, je pense que ce ne sera pas possible pour cette année, mais l'année prochaine, avec grand plaisir. Au niveau de la démarche, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est bon, là vous avez des collaborations, mais par exemple, quand tu vois une moto comme ça, qu'est-ce qui va te faire partir dans une direction plutôt qu'une autre? C'est quoi ta première inspiration? C'est un flash comme ça, ou il y a un travail sur le plus long terme réfléchi? Le moteur, j'aime bien partir d'un moteur et de 2 pneus. Voilà. C'est assez vague, ouais, effectivement. Alors, je confirme, j'ai vu dans ton atelier, il y a un moteur Harley d'ailleurs. Exactement. Je crois que tu as un projet là-dessus. Il y avait un moteur Harley, ce projet est terminé. D'accord. Tout a été livré au client, voilà, le client est très satisfait. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc c'est moteur, roue, et après... Moteur, 2 pneus. Moteur, 2 pneus, et après tu... Effectivement. J'aime bien partir de ça et ensuite imaginer la moto. Ludo part d'un moteur et de 2 pneus. Et par exemple, nous, pour Havana Moon, on est parti d'un cadre et d'un bras oscillant. Voilà. D'accord. Bon, deux façons de voir les choses. Merci Ludo. Et puis, on a hâte de voir tes futurs projets. Merci Gilles pour cet accueil dans cette concession. Quel plaisir David. Partagé. Merci beaucoup à vous. Merci Eric et à bientôt. À la semaine prochaine plus exactement pour une autre émission sans concession.